Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je propose d'analyser ensemble l'entreprise Celsius. Alors tout d'abord on va regarder le business model de l'entreprise et ensuite on passera sur la valorisation et mon prix d'achat cible, sachant que j'ai fini mon analyse sur l'entreprise. Je le précise de suite, évidemment il ne s'agit en aucun cas de conseil en investissement, je vous partage mes chiffres et ma vision sur cette entreprise et ensuite à vous de mener vos propres analyses. C'est comme ça aussi que l'on apprend et que l'on progresse, donc formez-vous parce que c'est votre argent au final. Je préciserai aussi que l'action est donc cotée au Nasdaq. On a actuellement un prix autour de 76 $, sachant que l'entreprise était montée à plus de 95 $. Et je me suis décidé à finir mon analyse premièrement parce que je vous avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps qu'elle venait à m'intéresser justement parce qu'elle avait recorrigé en bourse et parce que je trouve le business model tout aussi intéressant et actuellement je suis aux États-Unis et clairement leur produit est aussi très populaire, en tout cas c'est ce que je constate sur place. Évidemment ce n'est qu'un petit échantillon du pays entier et ce n'est que mon avis, mais je voulais le mentionner parce que je trouve pertinent de préciser que c'est une entreprise que j'ai découvert tout simplement sur le terrain, leurs produits. Alors la société Celsius est un acteur majeur du marché des boissons énergisantes et des compléments alimentaires aux États-Unis et dans le monde. Et d'ailleurs dans le monde on verra parce qu'ils sont en train de s'étendre à de nouveaux marchés. Et elle propose des produits pour aider les consommateurs à améliorer leur niveau d'énergie et leur santé. Ça c'est la partie marketing et c'est ce qu'ils défendent pour leurs produits. La gamme de produits comprend donc des boissons énergisantes, des barres protéinées, des compléments alimentaires sous forme de poudre. L'entreprise Celsius est distribuée dans les grandes surfaces, les magasins spécialisés, les magasins de sport et en ligne. Et je rajouterai à ça tout ce qui est station-service et tout ce qui est convenience store, donc les petits magasins dans lesquels on va au quotidien pour acheter de l'alimentation, ils sont extrêmement présents aussi. Un point important qu'on avait déjà mentionné à l'époque et dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, c'est que la société elle a conclu en 2022 un accord majeur de distribution avec Pepsi aux États-Unis et on va voir qu'ils sont en train aussi d'avoir des nouveaux accords avec des distributeurs notamment en Europe. Quand j'ai lu la description du business à l'époque, ça m'a de suite rappelé les success stories de notamment Monster, Red Bull, Quest pour les bars, etc. Et honnêtement, quand j'ai goûté le produit il y a un an, quand j'étais aussi en voyage aux États-Unis, j'ai déjà apprécié globalement leurs produits et j'ai trouvé que c'était, pour vous le décrire aussi pour ceux qui ne l'auraient pas encore essayé, sachant que vous pourrez bientôt l'essayer parce qu'ils vont arriver en France. Et d'ailleurs pour ceux qui sont au Canada, c'est déjà disponible puisque vous êtes pas mal de francophones à travers le monde à écouter la chaîne. Bref, j'arrête cet aparté, je reviens à ma description. Donc je dirais que c'est des boissons énergisantes et c'est à mi-chemin entre l'eau pétillante et le soda, mais c'est clairement pas aussi fort qu'un soda en termes de goût. Et ils ont vraiment un marketing qui est axé énergie, vitamines, santé, bien-être. Ce qui irait d'ailleurs pour moi un petit peu à l'opposé de Monster et de Red Bull qui sont des boissons avec un marketing beaucoup plus agressif, sport, caféine, etc. Pour continuer sur le business, comme je vous le disais, Pepsi a investi 550 millions de dollars dans Celsius en 2022 et ça inclut un accord de distribution à long terme et ça donne à Pepsi une participation au sein de l'entreprise. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassuré à l'idée de m'intéresser à cette entreprise parce qu'on a quand même un gros réseau de distribution derrière et bien souvent il est difficile pour des nouvelles marques que de rentrer dans des magasins, dans la grande distribution, etc. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée, beaucoup de concurrence et donc quand on utilise un réseau de distribution aussi puissant que celui de Pepsi, ça va forcément aider. Et vu que Pepsi a mis des billes dans l'entreprise, c'est aussi leur intérêt que ça fonctionne. L'autre point que j'ai énormément apprécié lorsque je me suis intéressé au business au début, c'est que malgré qu'on soit sur de l'agroalimentaire et de l'industrie, donc on n'est pas sur du logiciel mais sur des produits physiques, eh bien ça reste un secteur dans lequel on peut avoir des très bonnes marges, surtout pour de la distribution et du produit physique. On peut prendre les exemples de Monster et de Coca-Cola ou Pepsi. Ici je vous ai mis des imprimés écran de Finviz de Monster et de Coca-Cola et on constate que pour Monster, on est sur des marges nettes qui sont à plus de 20% sur le long terme et pour Coca, on est pareil à plus de 20%, 23, 24% sur le long terme. Alors évidemment, Monster et Coca-Cola sont des business très différents, on n'est pas sur les mêmes types de croissance de marché. Coca-Cola est bien plus mature que Monster, mais ça montre quand même qu'on est sur les entreprises qui peuvent être profitables, qui sur le long terme, une fois qu'elles sont matures, peuvent payer un dividende comme Coca et comme Pepsi. Et clairement, si je dois choisir des business physiques pour ne pas non plus avoir que de la tech, ça peut vraiment faire partie du type de business model qui m'intéresse parce que comme vous le savez, j'aime les business qui ont des marges, du flux de trésorerie disponible et qui génèrent du cash. Voilà pour les grandes lignes du business model. Évidemment, il faut que la vidéo soit concise, donc je ne vais pas vous présenter toutes mes recherches et je vous invite à les continuer aussi de votre côté si vous êtes intéressé. Au niveau des chiffres de l'entreprise, d'abord on va aller regarder les indicateurs financiers, les documents financiers
financier et après je vous donnerai ma valorisation, mon analyse. J'aime toujours au début montrer les grandes lignes du business model et après ça permet de rentrer plus en détail, mais on sait déjà un petit peu dans quoi on rentre. Donc c'est une entreprise, comme vous le voyez, qui pèse un petit peu plus de 17 milliards de dollars de capitalisation boursière. Sur les 5 dernières années en composé, on a eu une croissance sur le chiffre d'affaires de plus de 93% par an. Donc c'est une entreprise qui a eu une énorme croissance. La croissance est en train de ralentir, on en parlera plus tard, mais on est quand même toujours sur des chiffres impressionnants. Ça nous amène aussi sur un prix par rapport au chiffre d'affaires qui est très élevé, d'ailleurs comme tous les autres indicateurs. Vu qu'on est sur une entreprise qui a beaucoup de croissance et qui en plus est devenue rentable il n'y a pas si longtemps, on est sur des valorisations qui, quand on les regarde juste comme ça, on pourrait se dire c'est beaucoup trop cher, c'est pas possible. Et c'est souvent la limite de regarder les indicateurs financiers sur les entreprises qui ne sont pas encore matures, qui sont au début de la courbe en S d'un point de vue de l'adoption de leurs produits. C'est très dur à analyser et il faut aller gratter un petit peu plus loin. Et pour finir au niveau des marges, on est sur presque 50% de marge brute pour plus de 15% de marge nette, sachant que la marge nette, sur le long terme, personnellement, je pense qu'elle pourrait atteindre les marges nettes qu'ont des Monster, des Pepsi, des Coca-Cola, qui sont clairement les concurrents et ont fait le même type de produit. Au niveau des ventes à l'international, donc ils sont en train de s'associer avec plusieurs entreprises de distribution pour aller distribuer leurs produits en Angleterre, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et d'ailleurs en Europe aussi, avec notamment la France. Et on devrait commencer à voir leurs produits apparaître en France sur le 4e trimestre 2024. Et ça, on le retrouve directement dans les documents financiers publiés par l'entreprise. Comme vous le voyez ici, on a une augmentation très forte du chiffre d'affaires en Amérique du Nord, donc USA et Canada, mais aussi en Europe. Sachant qu'actuellement, ils n'ont pas encore attaqué des gros marchés européens comme la France ou d'autres pays avec beaucoup de population et ils comptent s'y attaquer. Et c'est pour ça qu'actuellement, le chiffre d'affaires est clairement pratiquement qu'aux États-Unis puisque les produits ne sont pas encore arrivés dans d'autres pays. Cependant, si vous regardez que l'Europe, on a fait presque un x2 sur le chiffre d'affaires en un an sans même attaquer les gros pays. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel de chiffre d'affaires. Et enfin, on a un léger ralentissement sur les autres marchés et l'Asie-Pacifique, mais vous le constatez ici sur l'écran, ce sont des chiffres qui sont négligeables par rapport à l'Amérique du Nord et l'Europe à venir. Au niveau du chiffre d'affaires sur les points de vente et les réseaux de distribution, on constate que 59% de leur chiffre d'affaires est fait par Pepsi. On a ensuite 10% de leur chiffre d'affaires qui est fait dans Costco et en effet que je confirme qu'à Costco, ils vendent massivement leurs produits avec des palettes entières posées, sachant que Costco, pour rappel, c'est une entreprise de grande surface aux États-Unis avec un concept modèle un petit peu différent où il faut en fait payer un abonnement annuel pour ensuite avoir accès à des produits en plus gros volume et moins cher en étant membre avec sa carte Costco. Et enfin, ils sont à 30% de vente avec les autres distributeurs et là on constate une belle augmentation de 27% à plus de 30% et c'est en grande partie les distributeurs qui vont s'attaquer à l'Europe et qui ont déjà commencé. On va regarder maintenant le compte de résultats. On constate que sur le chiffre d'affaires sur un an à fin mars, on a fait plus 37% et si vous prenez la marge nette, je vous la calcule juste sur le dernier trimestre, eh bien on a 22% de marge, sachant qu'il y a un an sur le même trimestre, on était à 16%. Et là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux chiffres qu'on peut voir sur Finviz, on a une marge à 15% parce qu'on est en train de regarder en 12 mois glissants les 4 derniers trimestres. Cependant, si on va dans les documents financiers, on peut être beaucoup plus précis et regarder ce qui s'est passé très récemment. Et c'est pour ça que je dis toujours que simplement regarder 3 indicateurs sur un site internet quelconque, ça a très rapidement ses limites quand on veut analyser une entreprise sérieusement. Et c'est pour ça que j'invite tout le temps les personnes à lire les documents financiers. Et pour finir ici, on va juste regarder le bénéfice et on voit qu'on est passé de 41 millions à 77 millions, soit presque un x2 en un an. Et ça, c'est du fait qu'on ait augmenté et le chiffre d'affaires de 35% et les marges de 16% passées à 22%. Au niveau des flux de trésorerie, c'est toujours extrêmement important pour moi puisque comme vous le savez, ce n'est pas parce qu'on a du bénéfice qu'il nous reste de l'argent d'un point de vue de la trésorerie, donc de l'entrée et des sorties d'argent pour pouvoir faire grandir l'entreprise. Et si on a de la trésorerie qui sort plus vite que ce qu'elle rentre, eh bien on peut se retrouver dans une situation compliquée où il faut lever de la dette et ça peut même aller jusqu'à la faillite dans les cas extrêmes. Donc en haut du tableau des flux de trésorerie, on a évidemment les bénéfices. Je vous ai noté notamment ici les actions distribuées aux employés, etc. pour acquérir de nouveaux talents. On voit qu'on est en baisse, ce qui est une bonne chose et on va constater d'ailleurs plus tard que la différence entre le flux de trésorerie disponible standard et le flux de trésorerie disponible auquel on a retranché les stock-based compensation est très faible, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on va regarder une ligne que je vous montre assez rarement, mais dans ce cas-là, c'est important. En fait, c'est l'inventaire. On voit que l'inventaire de leurs produits en interne dans l'entreprise est passé de 17 millions à 29 millions. Et ça, on le
le sait parce que Pepsi a fait la même chose et donc vu que Pepsi distribue pour 60% du chiffre d'affaires de cette entreprise, forcément on va avoir les stocks qui montent chez Celsius. Et ça implique aussi que lorsque le stock ne sort pas de l'entreprise, eh bien on n'acte pas du chiffre d'affaires. Et on va le voir plus tard puisqu'on a eu un petit ralentissement sur le chiffre d'affaires. On a cependant quelques avantages. Déjà, on n'est pas sur des produits périssables, on n'est pas non plus sur des produits qui vont se démoder comme des téléphones, etc. avec des nouvelles générations. Donc je ne m'inquiète pas trop sur le stock, ils vont certainement l'écouler dans le temps. Mais il faut le mentionner puisque évidemment, si vous avez du stock qui augmente, eh bien c'est de l'argent que vous avez dépensé pour fabriquer vos produits, mais ensuite vous n'avez pas vendu leurs produits et donc forcément, d'un point de vue de la trésorerie, eh bien on a moins de cash. Heureusement, cependant, on a toujours un flux de trésorerie disponible qui est positif malgré l'inventaire qui augmente. Vous le constatez ici. Vous prenez le cash issu des opérations, vous enlevez le capex, donc tout ce qui est investissement dans les équipements, etc. pour faire tourner le business et on est toujours très largement en positif. Donc l'entreprise peut s'autofinancer, elle n'a pas besoin de lever de la dette et ce cash, elle peut le distribuer en dividendes, racheter des actions ou tout simplement réinvestir en marketing, etc. Et si vous prenez la dernière ligne, c'est tout simplement le cash que l'entreprise a en ce moment dans les comptes. Et vous constatez qu'on est passé de 650 millions à 755 millions. Et vous retrouvez tout simplement ici les plus de 100 millions qui ont été ajoutés en un an, qui ont été directement pris du flux de trésor dispo et mis en cash puisqu'ils ne l'ont pas redépensé pour payer du dividende, racheter les actions, etc. On va aller voir les actifs et les passifs pour en finir avec les documents financiers. Donc vous avez ici tous les actifs, en bas les passifs. Globalement, on n'a rien à dire, beaucoup plus d'actifs que de passifs, largement de cash en stock. D'ailleurs, je tiens à le préciser, ce cash, il y a un moment, il va falloir l'utiliser. On va voir sur quoi ils l'utiliseront, mais j'aime l'idée d'aller l'utiliser pour faire croître l'entreprise. Évidemment, on ne s'est pas non plus perdu, puisque vu les taux d'intérêt en ce moment, il est placé à 5-6% certainement, donc on ne va pas non plus s'inquiéter pour eux. Et le dernier point que je mentionnerai, c'est que la dette sur l'entreprise est proche de zéro, et ça on le verra aussi plus tard sur les graphiques. On continue maintenant avec quelques courbes et ensuite je vous montrerai mon analyse. En vert, on a la courbe du chiffre d'affaires. On voit effectivement le léger ralentissement en haut en 12 mois glissants qui est dû à Pepsi qui est aussi en train de réduire ses stocks sur le premier trimestre 2024 et donc forcément Celsius le ressent. Et vous avez en bleu pointillé la marge et vous voyez qu'actuellement on est en train de se rapprocher des 20% et vous constatez ici que l'entreprise a stabilisé sa marge récemment et il y a encore peu, elle a eu un passage où elle perdait de l'argent. Et clairement, quand vous allez dans les documents financiers d'il y a un an, eh bien, on voit une très bonne amélioration. Donc l'entreprise est vraiment en train de devenir profitable et de passer un certain cap d'une entreprise qui serait plus jeune et plus à risque. Je vous ai mis ensuite le flux de trésorerie disponible et le flux de trésorerie disponible qui exclut les actions distribuées aux employés, etc. Et vous constatez que les courbes sont très proches et là on retrouve le fait que l'entreprise a assez peu de compensation en actions. Donc ça c'est un point, mais je voulais aussi et surtout vous montrer ce graphique parce qu'on constate que depuis mi-2022, on a un flux de trésorerie disponible qui est positif et qui reste positif et qui est d'ailleurs en train d'accélérer en 12 mois glissants et ça on l'a vu juste avant dans les documents financiers. Donc très bonne nouvelle parce que l'entreprise ne brûle plus de cash, elle n'a pas besoin de plus d'argent pour se financer et clairement il va falloir suivre ce genre d'indicateur pour confirmer que la tendance continue dans le temps. Et comme l'entreprise n'a plus besoin d'argent pour se financer et qu'en plus elle limite les actions qu'elle distribue, on constate qu'effectivement au niveau de l'augmentation du total d'actions, on est pratiquement à plat. Ils augmentent de 0,5% à 1% par an depuis quelques trimestres et on constate par contre que cependant quand ils n'étaient pas rentables auparavant, ils ont fait plusieurs levées de fonds et ils ont eu des entrées au capital. Donc la bonne nouvelle aussi c'est que pour le moment, ils ne diluent pas l'actionnariat sur les derniers trimestres. Encore une fois, quelque chose à surveiller sur le long terme, mais c'est pour moi un très bon signe. Au niveau du cash équivalent et de la dette, on en parlait tout à l'heure dans les documents, mais on le retrouve ici aussi. Le cash est en train de monter puisque ça y est, il génère beaucoup de cash flow. Et au niveau de la dette, vous voyez qu'on est pratiquement à zéro. Si on prend la dette fin mars, on était à 300 000 $. Donc globalement, il n'y a pas de dette. On va maintenant passer à mes projections. Donc globalement, j'ai pris les chiffres qu'ils ont fait jusqu'en 2023, j'ai regardé ce qui a été fait, je suis allé voir aussi la concurrence, les marges, j'ai estimé la croissance que j'estime pour le business en regardant ce que fait la concurrence, en regardant ce qui s'est passé dans le passé avec des entreprises qui ont eu le même type de parcours comme Monster, etc. On peut aussi regarder l'avis des analystes, mais au final, c'est quand même sa propre décision. Et j'estime aussi le prix que le marché sera prêt à payer l'entreprise à ce moment-là si je venais à revendre l'action. Ensuite, je projette les bénéfices dans le futur, je réactualise dans le présent pour faire au minimum 10% par an de retour sur investissement, ce qui me permet au final donc de trouver un prix à payer.
Une fois que j'obtiens mon prix d'achat cible, je le rajoute dans mon fichier de suivi qui me permet ensuite de justement pas trop m'embrouiller au quotidien, à me dire cette action, elle en est où, quel prix je voulais la payer, etc. J'ai un fichier de suivi, je mets les liens de mes analyses et ensuite, dès que l'entreprise touche le prix qui m'intéresse, la case alerte passe en vert et je retourne voir l'action pour pourquoi pas l'acheter. Et pour tous les participants de formation, sachez que les fichiers sont mis à jour et vous y avez accès dans votre espace personnel. Et j'aime aussi parfois préciser pourquoi je fais des projections et je réactualise dans le présent plutôt que de simplement regarder les indicateurs financiers. Déjà, ça a vraiment ses limites parce qu'un indicateur financier, la seule chose qu'il fait, c'est de vous dire combien le marché est en train de payer en ce moment l'action. Mais ça ne prend pas en compte les croissances que l'on estime et les marges que l'on estime pour le business. Alors vous avez certains indicateurs qui peuvent prendre en compte une certaine croissance sur un an, mais quand vous prenez cette croissance, c'est l'avis des analystes. Donc au final, moi ce qui m'embête à seulement utiliser des indicateurs financiers comme des ratios de prix, c'est que tout ce que l'on fait, c'est constater ce que le marché est prêt à payer en ce moment, mais en aucun cas on estime où sera le business dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quelles vont être les marges, quelle va être la croissance, et ensuite on se dit eh bien combien je veux faire de retour sur investissement par an pour connaître un prix à payer aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'aime évidemment les regarder et c'est très important de savoir ce que fait le marché par rapport au passé, mais quand j'achète une entreprise, je fais toujours mes projections. Ça me permet aussi de les avoir écrites, ce qui fait que dans 1 an ou 2, je vais regarder où j'en suis, est-ce que l'entreprise a fait ce que j'avais prévu, réajuster, voir si j'ai fait des erreurs, apprendre et progresser. Donc en conclusion, je rajoute l'action à mon fichier de suivi comme je vous le disais, et si on revient sous les $60, ce qui n'est pas le cas actuellement, mais ça pourrait aller assez vite, eh bien je pourrais ouvrir une position. Et si on va voir sur le graphique, vous voyez qu'actuellement les marchés sont ouverts au moment où je vous fais cette vidéo d'ailleurs. On est en train de baisser à $71 et donc les $60 ne sont pas non plus si loin que ça. Si je vous le fais rapidement, ça ferait une baisse globalement autour de 15%. Je vais évidemment continuer à suivre l'entreprise, écouter les conférences, etc. puisque quand je mets de l'argent et c'est mon propre argent, clairement j'essaie de suivre les entreprises de près. Je précise aussi que ce sera une position petite à moyenne car on a quand même des risques plus élevés du fait que la valorisation soit assez élevée parce qu'elle doit inclure une certaine croissance à venir. Et aussi, je tiens à le préciser, je vais être patient. C'est un titre volatile. Aujourd'hui, elle est à $70. Je ne vais pas paniquer et me dire bon, je l'achète parce qu'elle va remonter. Honnêtement, prudence. Si je rate le train, eh bien tant pis, il y aura d'autres opportunités. Et si elle vient à baisser, je m'y intéresserai. Je vous laisse évidemment mener votre propre analyse. Ne l'achetez pas juste parce que quelqu'un l'achète. L'objectif aussi de ces vidéos, c'est de vous montrer mon raisonnement. Vous pouvez prendre le raisonnement d'autres personnes, aussi dans les médias, etc. et au final, forger votre propre opinion. Cependant, j'aime souvent donner des exemples de questions qu'on pourrait se poser avant de faire une analyse ou avant d'investir. Déjà, est-ce que je comprends le business model? Est-ce que j'aime le business model? Est-ce que je pense qu'il y a un avenir pour ce type d'entreprise? Est-ce que je pense qu'ils vont réussir à avoir de la croissance par rapport à la concurrence? Étudier les risques, les opportunités. Et au final, surtout, est-ce que j'ai fait mon analyse? Est-ce que je sais combien je suis prêt à investir en pourcentage de mon patrimoine selon le risque de mon profil, mon âge, ma situation personnelle, etc. C'est tout pour cette vidéo et on peut continuer évidemment la discussion dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Un grand merci pour votre soutien et votre temps. N'hésitez pas à passer sur Instagram et en DM si vous avez des questions. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.